Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous allons passer 45 minutes et donc on a ce temps dédié de 15 minutes à la fin pour les traiter. Voilà, donc j'espère que tout le monde nous voit bien, nous entend bien. Si vous avez des problèmes techniques pendant cette présentation, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit icône mauve. Et donc, vous pouvez faire appel au back-office de la plateforme AudioPE si vous êtes voilà, donc on y va pour ce webinaire consacré au secteur médico-social et plus particulièrement donc orienté sur la question du soutien de l'animation des démarches de prévention des risques professionnels dans les établissements médico-sociaux. Donc ce temps décalage. C'est moi. J'essaie d'avoir la diapositive. Pardon, voilà. Donc, ce temps est co-animé par Éric Bongrand, qui appartient au pôle ressources humaines en santé au sein de la direction de l'offre de soins de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Et donc, co-animé bien sûr par Pascal Simon, chargé de mission à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail Île-de-France. Et donc, j'ai le... Voilà, c'est bon. Excusez-nous. Donc, le plaisir d'introduire cette présentation assez rapidement, puisque l'essentiel de la présentation sera faite par Madame Simon. Donc, en premier lieu, j'indiquerai que la question des ressources humaines en santé et en particulier la qualité de vie au travail correspond à un des 5 programmes de mise en œuvre du plan régional de santé 2018-2022 qui a été récemment adopté par l'agence. Donc, ce qui démontre l'importance que l'agence accorde à ces questions de ressources humaines et en particulier à cette thématique de la qualité de vie au travail. En effet, comme vous le savez, particulièrement en Île-de-France, nous constatons des conditions de travail de plus en plus difficiles, aussi bien en établissement de santé et médico-social qu'en exercice libéral, qu'il convient donc de prendre en compte avec des objectifs à la hauteur, particulièrement ambitieux. Notre collaboration avec l'ARACT est ancienne, elle rappellera déjà les actions que nous avons conduites ensemble, et on peut convenir d'un axe stratégique qui consiste vraiment en termes d'enjeux, de pouvoir diffuser suffisamment d'outils et de méthodes donc auprès des acteurs, auprès des responsables d'établissements, pour qu'ils puissent s'approprier ce sujet et donc pouvoir répondre le mieux possible aux différentes problématiques qui peuvent se poser dans leur établissement. Et je pense notamment que de ce point de vue, les associations ou organismes gestionnaires ont un rôle particulier et que nous sommes tout à fait donc prêts, bien sûr, à les appuyer et à les outiller en conséquence. Je indiquerai simplement en termes d'organisation, en ce qui concerne le fonctionnement de l'agence, que cette question, comme auparavant, continuera à être développée au sein de l'agence donc de manière très transversale, parce que effectivement ça parcourt l'ensemble des secteurs. Donc en lien étroit avec la direction de l'autonomie, qui a comme directeur Marc Bouquin, la direction de l'offre de soins dirigée par M. Jaffre, ainsi que l'ensemble des délégations départementales, donc en s'appuyant donc sur ce pôle RH en santé, dirigé par Anne Egobouru.
Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, donc le ministère récemment a actualisé sa stratégie en matière donc de qualité de vie au travail, donc particulièrement dans le secteur médico-social. Vous avez un document de référence de juin 2018 qui est facilement accessible et qui sera attaché au webinaire. Donc je me contenterai de rappeler deux axes principaux, notamment donc celui qui vise à accompagner les établissements dans la mise en œuvre de démarches qualité de vie au travail, avec pour action principale étendre l'expérimentation des clusters qualité de vie au travail au secteur médico-social. Et sur ce plan, nous vous indiquerons en fin de présentation la publication prochaine d'un appel à candidature commun ARS-ARACT sur l'engagement d'une nouvelle vague sur le secteur médico-social. Également, donc, les agences actuellement ont des moyens disponibles pour vous aider sur des achats matériels ou équipements qui peuvent être utiles, l'aménagement des locaux, utiles dans l'ensemble des questions assez larges que couvre la QVT. Deuxième axe important, c'est de contribuer à la montée en compétences des équipes, donc en confortant notamment l'encadrement donc à l'ensemble de ces évolutions managériales l'on constate et qui sont appelés à se développer de manière plus horizontale avec une implication de l'ensemble des salariés. Et de cette, sur ce même plan, il est important, c'est un axe de cette stratégie que les OPCA, ça existe pour le public, mais peut-être pas encore assez pour le secteur privé, donc non lucratif ou lucratif, donc ces OPCA puissent développer des modules de formation donc aux démarches de QVT. Donc voilà brièvement ce que je voulais vous indiquer en introduction et conclure que l'agence souhaite donc poursuivre cette dynamique qu'elle a engagée donc, avec ses différents partenaires depuis ces dernières années sur ces démarches d'accompagnement donc dédiées à la qualité de vie au travail donc du secteur médico-social. Donc je passe la parole tout de suite donc, à Pascal Simon pour la suite de cette intervention. Bien, merci, merci Monsieur Bongrand pour cette introduction institutionnelle du déploiement régional de la politique nationale portée par la direction de la cohésion sociale. Donc, pour revenir plus sur reprendre la question du déroulé de ce webinaire de manière très opérationnelle, il a pour objectif en fait, de transmettre les conditions dans lesquelles les outils et les méthodes de prévention pourraient être massivement déployés dans les établissements médico-sociaux puissent effectivement arriver sur le terrain et être utilisés. Et dans un deuxième temps, là aussi de manière très opérationnelle, donc on nous a préparé un pas à pas pour vous emparer d'un outil d'autodiagnostic du pilotage de la santé et sécurité au travail qui avait été travaillé avec des établissements qu'on a appelés pilotes, qui ont accompagné l'ARAC de France dans le cadre des contrats locaux de partenariat avec l'ARS auprès d'établissements médico-sociaux sur les 2 années de ces pilotes. Donc, comme nous sommes ensemble, nous allons poursuivre pour vous transmettre quelques éléments d'information sur les projets à venir pour vous, sur la région. Et puis, donc, nous allons passer ce temps de questions-réponses comme annoncé tout à l'heure. Voilà pour le programme. Alors, donc, sur la question des conditions, des outils, des méthodes, comment les déployer massivement dans les établissements, pour commencer à organiser cette réflexion et puis préfigurer un petit peu de l'organisation de partenariats, l'organisation des partenariats. Nous avons conduit une étude qui s'appelle étude de faisabilité du déploiement du transfert des outils et des méthodes et nous avons pour cela rencontré les directions des groupes auxquels appartenaient les établissements médico-sociaux que nous avons accompagnés. Donc, ça fait un petit panel représentatif. Alors,
en ce qui concerne le pilotage de la prévention des risques professionnels et les actions qui sont conduites au niveau de ces groupes, les enseignements sont les suivants. Donc, majoritairement, en fait, les pilotes des démarches de prévention des risques professionnels sont portés plus par les directions des ressources humaines. Et dans la plupart des cas, à minima, ce qui se fait, c'est la diffusion d'outils homogènes, comme par exemple un document unique d'évaluation des risques professionnels, de manière à ce que chacun des établissements du groupe puisse travailler sur le même support. Et derrière, il y a une difficulté à organiser la capitalisation et le suivi. Donc, les freins à l'animation d'une politique de prévention des risques professionnels qui sont souvent rencontrés, c'est qu'il n'y a pas de personnes dédiées. C'est vrai que... Excusez-moi, on va faire une toute petite pause son. Essaye de parler plus fort dans le micro, je crois qu'on ne t'entend pas bien. On met le casque peut-être. On va faire des tests peut-être avant de continuer. Est-ce que ça marche mieux ou pas? Alors, je continue comme ça, avec le micro bien devant les lèvres. Dites-nous si ça marche, mieux. C'est mieux. D'accord. On voit vos commentaires, merci. Donc, les freins à l'animation d'une démarche de prévention des risques professionnels portée et animée au niveau d'un groupe à destination des établissements, l'ensemble du groupe, on disait que ils sont principalement de deux ordres. La première, c'est qu'il n'y a pas de personne dédiée, donc aussi bien en termes de compétences et de la capacité à s'emparer des sujets et à les comprendre que de temps vraiment dédié à piloter et à animer, à suivre, à capitaliser. Et aussi une absence de comités d'hygiène et de sécurité centraux, qui sont vraiment des organismes impulseurs. Donc, voilà. Du dialogue social, voilà, les choses vont bouger, les lignes vont bouger sur ce sujet. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, voilà l'état des lieux qui a été fait. Donc, bon, pour autant, quand même, il y a des actions hein, qui sont conduites, elles sont diversifiées et plus ou moins coordonnées entre elles. Et elles sont surtout à concilier avec l'autonomie des établissements. Elles sont variables, ces actions, en fonction des capacités de pilotage, des enjeux du moment pour le groupe ou pour l'association, des opportunités aussi, des offres qui sont proposées par les différents partenaires qui gravitent autour des établissements et dans le secteur, comme par exemple l'offre de l'ARS, un partenariat avec la RAF, et puis aussi leur niveau de compréhension des sujets. On va retirer le micro. Excusez-nous pour cette coupure. Qui sont conduites au niveau des groupes de manière homogène. Donc les portes d'entrée sont différentes. Ça peut être l'enjeu de négociation d'un accord qualité de vie au travail, une démarche de maintien dans l'emploi, une prévention de l'absentéisme. Autre élément de constat donc, sur la difficulté de pilotage, c'est que il y a une offre multiple des différents partenaires qu'évoquait M. Bongrand aussi. Et il peut, donc déjà, elle n'est pas toujours lisible, elle est très diverse et parfois même se positionner en concurrence. Voilà, donc combiné avec l'autonomie des établissements qui peuvent répondre à l'offre de ces partenaires, le pilotage au niveau d'un groupe, au niveau associatif, un petit peu pour cela difficile aussi. Alors, l'autre enseignement sur cette étude, hein, c'est que ces personnes au sein des directions des ressources humaines, elles sont toutes preneuses d'outils et de méthodes et elles ont elles aussi besoin d'accompagnement pour s'emparer des sujets. L'ANACT et son réseau des associations régionales a été identifié comme un bon interlocuteur
sur des appuis d'experts. Et l'ARS, elle est bien identifiée comme un appui ressource, donc de la ressource d'animation, de la ressource de soutien, de la ressource financière aussi. Il y a aussi une difficulté autre enseignement qui est une autre difficulté qui est à articuler les différents échelons des partenaires. On parlait de l'offre des partenaires tout à l'heure. Elles sont aussi à différents échelons, du niveau central, au niveau départemental, en passant par le niveau régional. Et c'est difficile là aussi à amener une cohérence de pilotage homogène, tant que les organisations peuvent être très différentes au niveau des organisations médico-sociales qu'au niveau des partenaires aussi. Donc l'idée reste bien sûr de construire un projet de déploiement donc, dans une dynamique d'action qui mette en cohérence l'ensemble des acteurs du secteur, M. Delvaux en a parlé tout à l'heure, et aussi donc en co-construction vraiment avec les établissements qui vont dans cette autonomie et ces particularités territoriales. Donc voilà, pour la question des enseignements de cette étude qui nous donne donc, des points de repère pour nous organiser nos projets de demain. Alors, en deuxième temps de ce webinaire, donc dans le cadre de l'accompagnement par l'ARAC des établissements médico-sociaux et du partenariat avec l'ARS, nous avons expérimenté un outil qui permet à chaque établissement de s'auto-évaluer dans le management de sa santé et sécurité au travail. Donc c'est un outil qui a déjà été communiqué. L'objectif de ce webinaire, de manière très pratico-pratique, et de vous aider à vous en emparer, à l'utiliser, à le prendre en main. Alors, qu'est-ce que cet outil d'autodiagnostic? Il s'agit d'une évaluation partagée, puisque dans la méthodologie, on vous recommande vivement de ne pas le faire tout seul, mais d'associer les collaborateurs et surtout les représentants du personnel, donc sur la manière dont la santé et la sécurité au travail est globalement pilotée au niveau de l'établissement, qui permet de balayer autour de 6 axes d'investigation, 18 thèmes, donc, qui sont impactés et qui interfèrent avec le champ de la prévention des risques professionnels. C'est pour ça que c'est un outil qui est révélateur de transversalité. Les 6 axes d'investigation, donc c'est les suivants: la sécurité technique et matérielle, la gestion des risques, les outils de pilotage et de la prévention des risques, et la prévention des risques dans la gestion des ressources humaines, et un 6e axe d'investigation et d'auto-évaluation sur le fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité. C'est avant tout, donc, comme on explique à chaque fois, un support de dialogue. L'utilisation de l'outil permet de mettre en évidence donc, cette transversalité, surtout de créer des interactions entre les différents acteurs. C'est surtout ça qui importe, plus que la cotation, l'auto-évaluation, le résultat de la note que vous attribuez. Alors, pour vous procurer l'outil, donc ce kit est disponible, il est à votre disposition sur le site internet de l'ARAC de France, donc au lien suivant. Vous êtes invité à remplir un questionnaire de téléchargement et vous recevez un mail donc, avec un lien pour télécharger l'outil. Donc ensuite, donc, vous pouvez récupérer le fichier donc 2018 autodiagnostic partagé SST. Donc vous ouvrez le fichier Excel, vous cliquez sur activer les macros, il vous suffit ensuite d'enregistrer sur votre poste informatique. Ça vous invite à ajuster le zoom en fonction de la taille de votre écran. Puis de cliquer donc sur le bouton Entrée
qui est là. Vous avez alors donc à ce moment-là la page de menu qui apparaît, et à partir de cette page, vous allez pouvoir soit saisir un nouvel autodiagnostic, soit modifier un précédent, ou soit aussi accéder directement à la synthèse, c'est-à-dire au résultat d'un autodiagnostic précédent, si vous l'avez déjà fait. Ce bouton de synthèse sera utile après au moins un minimum un premier autodiagnostic. Alors en cliquant sur la saisie, en cliquant donc sur le bouton saisir un autodiagnostic, vous allez rentrer dans l'ensemble des zones de saisie. Alors comme c'est un fichier Excel, en fait ce sont des feuilles. En cliquant sur le bouton suivant, vous passez d'une feuille à l'autre. Et donc par axe d'investigation et par thème, il y a des affirmations donc, qui vous sont proposées, et vous êtes invité à vous positionner par rapport à ces affirmations sur donc une échelle entre tout à fait, pour une bonne compréhension de chacun des thèmes. Sur le côté, vous avez une explication du thème, et au fur et à mesure des réponses que vous cochez, l'outil vous calcule la cotation, mais en fait, c'est pas la cotation qui est le plus important, c'est vraiment les interactions que vous avez en équipe pour répondre à ces questions. En bas de page, donc pour chacun des axes, donc on voit que l'outil a calculé la cotation globale de l'axe sur 6 à partir des cotations de chacun des thèmes de cet axe. Et vous avez deux zones de texte libre, donc une zone commentaire pour laquelle on vous invite à transcrire les éléments de justification de votre notation. Ça vous permet aussi de dire, de noter aussi ce que vous faites déjà, et ce pourquoi vous êtes satisfait, ce que vous trouvez qui fonctionne bien. Et puis la case axe d'amélioration, elle vous permet de noter vos idées d'amélioration, les pistes de progrès qui pourront alimenter un plan d'action futur. La barre d'outils sur le côté vous permet donc de naviguer. Vous avez un retour menu. Vous naviguez donc d'un axe à l'autre avec le menu retour ou avance, et aussi d'imprimer. Vous pouvez imprimer axe par axe les résultats de votre évaluation. Donc en cliquant sur suivant, donc vous balayez et vous auto-évaluez pour chacun des thèmes, et quand vous êtes chacun des axes, pardon, et quand vous êtes à l'axe 6, à la fin de l'axe 6, donc vous avez le bouton archive synthèse, donc qui vous permet d'accéder aux résultats de votre autodiagnostic. La synthèse donc se présente de la façon suivante. Vous avez une araignée donc, qui présente vos résultats pour chacun des axes. Automatiquement, vous avez la date de l'élaboration de votre auto-évaluation. Automatiquement, l'outil vous propose 3 axes prioritaires et 5 thèmes de travail prioritaires à partir du résultat de la cotation. Et donc, vous avez une reproduction à l'identique des commentaires et des pistes d'amélioration que vous avez indiquées dans chacun des axes. Donc, vous ne pouvez pas intervenir dessus. Si vous voulez les modifier en les relisant, vous revenez avec le bouton retour dans l'axe et dans la case correspondante pour vous apporter les modifications. Et puis donc une dernière zone de texte en libre saisie pour indiquer vos éléments conclusifs d'analyse globale de vos résultats. Pour imprimer, donc en fin de page, vous avez un document imprimer la synthèse. Elle s'imprime sur une feuille A3, parce qu'il y a quand même beaucoup de texte, donc ça a été configuré sur du A3. Et l'impression va être directement lancée vers l'imprimante sur laquelle votre ordinateur est connecté par défaut. Donc, un petit conseil, vérifier que c'est l'ordinateur qui a du A3. Vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Par contre, les impressions sur chacun des axes, elles sont en A4, et là aussi,
l'imprimante par défaut. Voilà, alors après, une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à élaborer votre plan d'action. Bien entendu, on vous le conseille, réaliste et pragmatique, ça tout le monde le comprend. On est toujours plein de bonnes intentions et c'est intéressant aussi ce genre d'outil parce que ça remet en dynamique les collectifs. Donc voilà, donc ça rend enthousiaste et il faut faire très attention à pas se donner un temps de travail qui serait pas réaliste parce que ça fait retomber la dynamique dans la société. Donc à partir des pistes d'amélioration que vous retrouvez toutes sur votre document A3, vous pouvez décider donc des priorités à engager. Et donc le kit qu'on vous fournit avec l'outil, il vous propose aussi un support de plan d'action. C'est qu'il s'agit de vous équiper d'un outil de plan d'action. Sinon, on vous recommande d'utiliser les trames que vous avez déjà par ailleurs, si vous en disposez. Et puis après, donc, il faut bien penser à intégrer le suivi de ce plan d'action dans l'organisation telle que vous l'animez déjà de votre activité. Voilà. L'intérêt de la démarche, c'est d'aller vraiment jusqu'au plan d'action. Et puis après, progresser sur le champ de la prévention de l'aspect professionnel, c'est d'arriver à les mettre en œuvre et les suivre et de les évaluer. Donc, justement, pour ça, la dernière fonctionnalité de cet outil, c'est de vous proposer un historique qui vous permettra d'évaluer vos progrès, puisque vous pourrez régulièrement refaire votre diagnostic, vous enregistrez vos résultats. Donc, comme c'est archivé, en fait, les évaluations précédentes restent dans l'outil. Et en allant chercher la fonction historique et en sélectionnant les dates des auto-évaluations que vous recherchez, l'outil vous propose automatiquement une comparaison. Voilà pour la partie présentation donc, de cet outil. Donc, je vous le redis, il est téléchargeable sur le site internet de l'ARAC Île-de-France. Ça fait un petit complet avec un plan d'action vierge, un exemple de formation, un exemple de synthèse aussi. Bien entendu aussi un outil mode d'emploi qui reprend ce que je viens de vous présenter. Avant de passer au temps de questions-réponses, on en profite donc pour être ensemble pour vous donner les dernières informations d'actualité sur les projets qui sont en train de se construire en Île-de-France. Ça n'a absolument pas vocation à être exhaustif. On va vous parler uniquement de ce qu'on sait parce que nous, au niveau de la RAC, donc, on est dans les projets. Comme vous le disait Éric Bongrand tout à l'heure, donc nous sommes en train de préparer le lancement à l'appel à candidature pour constituer 3 groupes d'établissements qui seraient accompagnés à la mise en place de démarches qualité de vie au travail. La priorité, donc, ce sera des établissements EHPAD et établissements pour personnes handicapées. Donc voilà, donc on a dimensionné l'accompagnement pour tous les établissements au sein de 3 groupes. On va démarrer en janvier et l'appel à candidature va arriver dans vos boîtes aux lettres dans les premières semaines de novembre. Voilà. Donc on se retrouvera en fait dans ce projet-là. Et puis on travaille aussi sur un autre projet donc, de qualité de vie au travail dans les EHPAD. Donc c'est une démarche qui est portée par la Directe Île-de-France en partenariat avec l'UNIFAC et Alliance et qui en fait a trois objectifs opérationnels. Le premier qui est de construire un outil d'autopositionnement qualité de vie au travail, prévention des risques professionnels pour l'ensemble de ces établissements, afin que la direction des établissements s'autopositionne. Là aussi, donc, on voit quels sont ces axes de travail et ces plans d'action. Un dispositif de formation donc en deux parties, une partie en ligne pour le management et une partie action de formation en situation de travail pour la partie collaborateur. Et puis troisième travail de production, un MOOC, donc, par définition à destination de tout le monde,
donc pour partager les enjeux de la qualité du travail et ses fondamentaux. Donc voilà, après il y a d'autres, comme le disait Éric Bongrand, hein, d'autres réunions, d'autres rencontres pour préparer d'autres projets. Comme nous sommes encore au temps d'échange, pas quelque chose concret à vous annoncer encore aujourd'hui. Et puis bon, comme on l'a vu aussi au travers de cette présentation, il y a des offres de partenaires hein, qui sont nombreuses et diverses, qui peuvent aussi vous intéresser. Voilà pour cette partie présentation des projets régionaux. Donc eh ben, on est dans les temps maintenant pour voilà. D'autres questions. On reste à votre disposition. Alors, combien de temps faut-il prévoir pour remplir l'autodiagnostic? Ça va dépendre de la méthode que vous mettez en place. Mais une réunion de travail, une après-midi, c'est suffisant. Ce qu'il faut surtout, c'est pour remplir l'autodiagnostic, il faut avoir autour de soi les gens qui vont avoir les éléments de réponse. Donc, quand on parle, on interroge l'organisation de la sécurité incendie, ou de l'intégration de la prévention des risques professionnels dans l'achat des matériels. Il faut avoir à côté de soi des référents aux principes de ces différents processus. Donc, si vous avez autour, alors ça dépend bien sûr de la taille de votre établissement. Quand on est des petits établissements, finalement, c'est le directeur qui est en charge de tout ça, donc il est au courant de tout ça. Donc, mais déjà une réunion d'une demi-journée avec l'ensemble des porteurs des différents processus et puis les représentants du personnel, c'est suffisant pour avoir déjà un bon tour de table et dégager 3-4 actions très pertinentes. Alors, combien de groupes idéalement, voilà, ça on revient sur cette question de la méthode. On peut aussi faire un premier temps où il y a un groupe un peu des utilisateurs, on a un petit peu comme une démarche un peu d'analyse de process, il y a le prescripteur, il y a celui qui doit animer le process, et puis il y a le destinataire de l'utilisateur du processus. Donc on peut aussi faire des groupes, d'un côté prescripteur et puis de l'autre côté donc récepteur du résultat. Mais après, le partage collectif, dans un troisième temps, à ce moment-là, se ferait avec les représentants du personnel. Du coup, ça peut faire 3. Voilà. Sur les autres questions. Nous avons travaillé l'évaluation en interne. Peut-on l'intégrer ou en refaire un autre? Alors, bien entendu, ce travail est très intéressant pour alimenter votre évaluation interne. Alors, on n'a pas vraiment de grille de concordance, hein, c'est quand même 2 démarches différentes, mais on se rend compte quand on a fait le diagnostic PRP que, comme je vous disais, ça permet de se rendre compte de la transversalité. Donc, ça va être riche pour alimenter votre évaluation interne. Par contre, non, ne refaites pas le travail si vous n'avez pas nécessité de le faire, à moins que vous souhaitez l'enrichir pour préparer l'évaluation externe à venir. Donc, à vous de voir, il n'y a pas d'obligation. Mais cet outil va l'enrichir. Et vous avez à l'inverse des choses que vous avez identifiées dans votre évaluation interne qui va aussi alimenter ce diagnostic. Pour l'utilisation multisite, non, techniquement, non. Par contre, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que
avant de faire une saisie d'outils d'autodiagnostic, si vous imprimez par axe, donc sur le format 4, vous pouvez les distribuer aux collaborateurs avec qui que vous sollicitez pour conduire l'auto-évaluation. Et après, donc, vous récupérez les documents et vous pouvez compiler. Mais non, ça ne fonctionne pas, c'est pas un outil qui fonctionne en multisite, il est en monoposte. Donc, vous organisez la réunion de différentes personnes. Ce chronomètre, il y a une spécificité. Alors, je vais rester sur les questions sur l'outil d'autodiag pour le moment et ensuite on prendra les questions. On a des questions après sur le champ de l'organisation des futurs appels à candidature. Alors, la spécificité de l'outil sur le secteur médico-social, c'est qu'il a été expérimenté, donc on se rend compte qu'il est approprié. Et donc, effectivement, c'est pas qu'une question de langage dans les intitulés des questions, mais c'était aussi une question d'adaptation grâce au CACT avec les projets ARS. Ça nous a permis de le lien avec le document unique ou totalement indépendant, oui, il y a un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans l'auto-évaluation, sur l'axe outils de gestion de la prévention des risques professionnels, donc la question qui est posée, c'est est-ce que dans un document unique, est-ce qu'il existe toujours, est-ce que c'est vraiment un outil qui est au service d'un pilotage de la prévention des risques professionnels, est-ce qu'il existe un plan d'action à l'issue de cette évaluation des risques professionnels. En fait, le document unique est un objet d'investigation, de l'auto-évaluation globale du management de la santé et sécurité au travail dans les bâtiments. Alors, les spécificités, alors, l'association avec la CRAMIF, alors là, on est sur la question des projets. Peut-être, est-ce que vous voulez que je... Non, est-ce que vous voulez prendre la parole sur l'appel à candidature, effectivement, je peux apporter quelques précisions. La question sur la CRAMIF, je ne sais pas si c'est dédié vraiment à l'outil qui vous a été présenté, mais en tout cas, ce qui est clair, dans le cadre de mon intervention et introduction, j'ai évoqué qu'on souhaitait poursuivre ce travail de concertation institutionnelle et à ce titre certainement réunir prochainement les fédérations, têtes de réseau, et bien entendu que la CRAMIF figurera à ce titre puisqu'elle est très spécialisée notamment sur certains risques, certains types de risques musculo-squelettiques ou d'autres types de risques de cette nature. Sur l'appel à candidature, bon, on est en train de caler un peu nos critères. Donc j'ai vu passer des questions suivantes, à savoir est-ce que les SIAD pourront candidater? Alors c'est vrai que c'est une question que l'on se pose et que le niveau national a identifié en estimant qu'effectivement les SIAD ont des spécificités et des difficultés comme les autres, mais qui peuvent être particulièrement importantes vis-à-vis du mode d'action en particulier. Donc ils seront dans la cible. On ne sait pas encore si ça sera la première phase ou décalé dans le cadre d'une deuxième vague éventuelle, parce que c'est des démarches qui ont vocation quand même à se poursuivre, le dispositif national. Donc il faut qu'on en discute. Est-ce que l'on va faire un groupe dédié au SIAD si on a suffisamment de candidatures et si on s'estime suffisamment prêt pour les accompagner? Ça sera possible. On l'indiquera de toute façon dans l'appel à candidature. C'est pas du tout exclu, bien entendu. Pour les structures qui ont déjà été accompagnées, recandidatées, bon, spontanément, j'ai tendance à indiquer que bon, on va peut-être réserver quand même cette possibilité d'accompagnement
à des structures qui ne l'ont jamais été. C'est un avis spontané. Partagé par Simon, enfin, a priori, ce serait bien quand même de pouvoir suivre des établissements ou accompagner par contre des établissements qui ne l'ont jamais été. J'ai vu aussi, est-ce que les CRP, donc les centres de rééducation professionnelle, si je ne me trompe pas, pourraient, donc quand le statut médico-social, il y a des centres de France, pourraient participer. Là non plus, il n'y a pas d'exclusion de principe. Donc c'est tout à fait envisageable. Date de l'appel à la candidature, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on va le publier dans la semaine du 5 au 9 novembre. Vous laisse 4 semaines pour y répondre. Un kit qui ne nécessite pas de renseigner 10 000 thèmes, hein, c'est simplifié, mais qui, vous verrez, on insiste, dans l'appel à candidature, on insiste sur, c'est le propre de ces démarches, sur vraiment une adhésion, une implication de à la fois la direction, des représentants du personnel et puis des principaux corps, entre guillemets, techniques, en fonction de la nature d'activité, éducateurs, infirmiers, etc., etc. Donc, et on fera une sélection mi-décembre, et donc les structures seront informées en sélection à cette date-là, pour effectivement un démarrage courant janvier. Cette action, les dates seront indiquées dans l'appel à candidature, pour que vous puissiez, en toute connaissance de cause, savoir à quelle date, courant janvier, les groupes se réuniront. Voilà les éléments de réponse sur ce projet. Il y a une question qu'on ne comprend pas bien, c'est les ressources prévues pour le projet. Est-ce que la personne qui a posé la question peut compléter ça? Pour la compléter, pendant qu'on répond à une autre question sur l'outil d'autodiagnostic, est-ce qu'il y a la possibilité de l'utiliser dans un autre secteur? Alors, pour les... Oui, vous pouvez l'utiliser dans un autre secteur, hein. Mais nous, en fait, au niveau de la RACT, comme ça, il a été travaillé pour le secteur plus spécifique, on vous invite plutôt à utiliser un autre outil qui est en ligne sur le site de la RACT et qui, lui, n'est pas coloré, voilà, n'est pas spécifique, n'est pas coloré sectoriel. Donc ça, vous trouverez sur le site de la RACT. Alors, autre question, est-ce que l'outil permet d'appréhender le manque de compétences? Alors, le manque de compétences sur quel sujet? Si c'est sur le sujet de l'activité elle-même, comme un manque de compétences pour la réalisation et la conduite des actes professionnels, non, ce n'est pas un outil d'évaluation de compétences. L'outil, lui, permet d'évaluer un manque de compétences en termes de connaissances et des questions de santé sécurité au travail, soit par la direction, mais aussi peut-être par les représentants du personnel. Donc ça peut être identifié. Et l'outil, c'est un outil d'auto-évaluation du management de la santé sécurité au travail. Donc s'il y a des compétences manquantes qui peuvent vous permettre d'identifier, ce sont des compétences en termes de connaissance des risques et de capacité à prévenir ces risques professionnels. L'axe de compétences techniques pour l'axe de l'activité médico-sociale, hein, c'est un champ de travail sur la politique de la Direction générale de la politique sociale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure avec le Bongrand, on regardera pour pouvoir mettre à votre disposition avec le support de cette présentation, donc le document de politique stratégique qui a été communiqué par la DGCS, qui permettra de préciser donc, quelles sont ses orientations et quelles sont les actions qu'elle va déployer derrière son axe stratégique de développement de compétences.
Alors, une question sur le secteur embauche-t-il des professionnels des risques professionnels tels que les interventions en prévention des risques professionnels? J'ai envie de dire, nous, on n'a pas la réponse des embauches. Je ne sais pas si Eric Bongrand va dire deux mots. Oui, c'est des préventeurs ou des voilà, des personnes. Qualité. En fait, non, là je suis un peu en peine pour répondre. J'ai exercé dans le terme social crédit vraiment dédié à des structures de taille moyenne, voire petite, hein, de grande taille, siège par c'est pas homogène. Une fonction, pour les autres, c'est plus le directeur qui doit couvrir un champ de compétences, ça fait la même chose aussi, mais voilà. Le but, c'est justement d'offrir des outils, de permettre de s'approprier les questions, de se lancer. Hein, projet, c'est précieux pour pouvoir quand même s'engager dans ces démarches. Oui, justement. On a vu Paris qui nous informe dans le chat qu'ils sont dotés d'assistants de prévention. Voilà, la question du recrutement, de l'installation, du déploiement de compétences dédiées dans ces organisations. Hein, ce sont des choix et des capacités à faire. On avait une question sur la région. Comment peut-on travailler avec vous en Île-de-France? Et du coup, ça me fait penser que une question aussi, la décentralisation du projet, je suis nouvelle en Aquitaine. Oui, alors ça, je ne sais pas si on l'a bien reprécisé, c'est que les projets de cluster qualité de vie au travail, avec la candidature, toutes les régions vont le déployer. Donc, pour ceux qui nous écrivent l'Aquitaine, oui, il va aussi y avoir des appels à candidature, et donc c'est l'ARS de cette région-là, avec la RAC de cette région-là, qui seront vos interlocuteurs. Alors, autre question. J'ai reçu l'outil par mail, mais je n'ai pas réussi à le télécharger. Une alternative à l'utilisation de l'outil Google. Bah alors, techniquement, à ce moment-là, laissez-nous vos... faites un mail à ce moment-là et on pourra voir avec vous techniquement. Là, on n'a pas des éléments de réponse technique. Voilà, merci. Voilà, bon, on est arrivé à la fin du temps, donc on vous remercie pour votre attention, pour votre patience. On s'excuse pour les problèmes techniques de son, en l'occurrence. Voilà. Mais merci d'être resté avec nous. En tout cas, pour nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous communiquer, vous donner des informations et rester en contact avec vous. Voilà. On vous souhaite une bonne continuation, hein, et de bonnes démarches d'amélioration des conditions de travail. Merci, au revoir.